Premier élément, c'est important qu'on se resitue où on en est au niveau des révolutions technologiques. Une idée toute simple, à une époque, quand on voulait réparer son Vespa, à l'époque de l'Internet à zéro, on allait à la bibliothèque chercher ou à la librairie, puis on achetait un livre mécanique, puis on se débrouillait. Avec l'avènement de l'Internet 1, on allait sur Internet, puis là, on avait une page avec les informations, ou bien on avait accès aux informations du constructeur. Avec l'Internet 2, on avait les réseaux sociaux, puis là, on discutait avec du monde, de partout autour de la planète, puis quelqu'un nous donnait des trucs et astuces. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la révolution qu'on appelle l'Internet 3. Ne dites pas 3.0, parce que je me suis déjà fait attraper là-dessus. Ce qui paraît, c'est les vieux qui disent ça. Clin d'œil. Donc, c'est l'Internet immersif, c'est ce qu'on appelle le Web 3, c'est ce qu'on appelle le nouvel Internet qui en passe de devenir le début de la norme, mais je reviendrai là-dessus. Premier élément aussi, entendons-nous sur ce que c'est une formation immersive. Alors, c'est pas compliqué, c'est immerger l'apprenant dans un univers virtuel pour lui faire vivre des situations réalistes. C'est une des définitions qui est communément reconnue. Et puis, soit elle est 100% virtuelle, soit elle est dans un univers réel, mais enrichi d'éléments virtuels. Donc, voici un petit rappel de qu'est-ce que la réalité augmentée, qu'est-ce que la réalité mixée, qu'est-ce que la réalité virtuelle. Et tout ça, on appelle ça le XR ou la réalité étendue. Je vous rassure, je vais assez vite, mais vous pourrez retrouver tout ça dans le PDF. Première question que j'ai pour vous. Selon vous, où a-t-on entendu la première fois ou lu le mot métaverse? Est-ce que c'est M. Zuckerberg? Est-ce que c'est dans le film ou le livre Ready Player One? Ou est-ce que c'est dans le livre Le Samouraï virtuel? Je vous laisse répondre. Vous avez 5, 4, 3, 2, 1. Mais voyons, c'est vrai que j'oubliais que j'avais affaire qu'à des érudits. Effectivement, c'est le 3. C'est dans le livre, enfin le roman Snow Crash qui est sorti en 92 ou en 92. C'était un roman cyberpunk et puis le héros parlait de se connecter à un univers virtuel pour vivre des nouvelles aventures, ce qui était la première fois qu'on a entendu le métaverse. Aujourd'hui, grâce justement au phénomène de mode, et puis aux années 80, 90, puis plus récemment Ready Player One, ou encore grâce à la littérature, quand on parle de métaverse, ben, on entend tout et son contraire. Donc, bien souvent, on considère le métaverse comme un univers soit 100% futuriste, soit de la réalité virtuelle, soit que c'est un univers qui est en fait un numérique. Ça peut être des jeux comme Minecraft, Fortnite, etc., etc. Pourquoi je vous parle de ça? C'est que si on se base sur la définition de ce qu'un métaverse, Discord pourrait être un métaverse. En effet, vous pouvez vivre des expériences dans Discord, vous pouvez discuter, échanger avec du monde, regarder des vidéos, écouter de l'audio, discuter. C'est persistant dans le temps, c'est tout le temps disponible, puisque vous mettez continue à vivre. Puis vous avez possibilité de passer d'un serveur à un autre en gardant votre même identité. Vous n'êtes pas obligé de vous reloguer ou de vous reconnecter. Donc, voici une information, c'est pas seulement de la réalité virtuelle quand on parle de métaverse, mais c'est pas ce qui nous intéresse ici. Ce qui est important, c'est l'immersion et la présence. Alors, la formule mathématique est pas compliquée, vous partez de l'interactivité, vous faites un point 24, enfin, suivant un point 244 ou un point 291 ou 96, vous faites un R au carré 0.36. Ok, bon, je vois que vous me suivez pas. Prenons plus simple. Partons de la présence. Imaginons que la présence est un aller-retour vers l'immersion et l'engagement, ce qui nous permet d'atteindre le flow, ce qui nous permet d'aller sur l'usabilité, les skills et les émotions. Ok, ouais, j'ai compris. Prenons un cube. Prenons P pour présence, D pour immersion, SP pour match. Est-ce que ça vous parle un peu plus? Est-ce que vous avez compris ce qu'est l'immersion et la présence? Un ou deux, n'hésitez pas à répondre. Mais merci d'avoir été sincère, ça m'aide. Effectivement. Bien souvent, les spécialistes ou les professionnels de la profession vont vous parler d'immersion et de présence comme si c'était des éléments magiques. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que quand on parle d'immersion, on parle des outils. Et quand on parle de la présence, on parle de l'expérience en tant que telle. Et bien souvent, on oublie l'élément qui est important, qui est la narration, qui est effectivement le storytelling ou l'histoire autour de cet outil et de la présence qu'on veut créer. Donc, aujourd'hui, quand on parle d'utiliser l'immersion, je vais vous dire des choses que vous savez déjà. On pense à des jeux vidéo,
On pense à visiter des éléments, visiter, je ne sais pas, un musée, visiter une école, visiter votre futur logement. On pense aussi évidemment à travailler, parce que c'est sérieux. On pense aussi à vendre. Vous pouvez visiter votre future maison, vous pouvez découvrir la nouvelle auto de Tesla, etc. Et aussi former. Puis là, on parle souvent des thématiques techniques et non techniques. C'est ce qui nous intéresse. Mais tout ça, vous le saviez évidemment déjà. Attaquons la vraie question qui vous amène ici, c'est la réalité virtuelle à visée pédagogique. Est-ce un besoin ou une tendance? Je vous pose la question, ceux qui pensent que c'est un besoin, merci de taper 1. C'est ceux qui pensent que c'est une tendance, merci de taper 2. Et pendant que vous vous êtes occupé à répondre, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de monde qui sont en mode « j'ai pas le temps de niaiser », qui n'ont pas le temps de s'occuper de ça et qui sont en train de faire des montagnes de cash. Pourquoi je vous parle de ça? On va prendre des datas et des chiffres. Intéressons-nous au plus grand marché francophone, la France. C'est les données qui concernent la réalité augmentée et la réalité virtuelle. On parle souvent de l'année 2017 comme l'année 0 ou l'année 1 de la réalité virtuelle, un peu comme 2008 est l'année 0 ou l'année 1 pour l'iPhone et les smartphones. C'est vraiment l'année où les solutions de réalité virtuelle sont devenues accessibles, abordables, largement répandues et qu'on a réellement commencé à les utiliser. Ce qui est important de voir, c'est qu'en 5 ans, on est passé d'un marché qui était orienté gaming et grand public vers un marché qui est rendu professionnel avec des outils et des solutions adaptées pour les professionnels. Donc souvent, encore aujourd'hui, on a tendance à penser que c'est une bébelle ou que c'est pour le jeu, alors que vous le verrez, c'est surtout à l'attention des professionnels. Puis, grâce au ciel pour les professionnels tout le monde, c'est un marché en forte croissance. Deuxième élément aussi, regardons les investissements qui sont faits. On voit que ce qui a changé en 5 ans, c'est qu'au début, on investissait beaucoup au niveau du matériel et on est rendu à 60% aujourd'hui. Deux phénomènes pour ça. Le premier, c'est quand il fallait s'équiper en 2017, il fallait un ordinateur, un casque virtuel, de l'équipement, etc., etc. Donc, on tournait autour de 5 000, 10 000 dollars pour s'équiper. Aujourd'hui, vous pouvez acheter un casque autonome à moins de 300 dollars. Deuxième élément, c'est les logiciels. Les logiciels se sont vraiment répandus. On a eu de plus en plus de logiciels à des prix de plus en plus accessibles et puis surtout avec une offre beaucoup plus adaptée aux besoins de chacun et chacune. Ça continue à tendre. Autre élément extrêmement important, c'est les services. En 2017, il y avait très peu de services. On entend par service d'accompagnement, d'aide à l'édition, de consulting, évidemment, et puis aussi des services qui permettent de faire un tri au niveau des offres et aussi au niveau des alternatives, hardware, software, et aussi de déploiement et d'utilisation. Et on inclut aussi les technopédagogues à visée professionnelle, mais disons orientés vers tout ce qui est les nouvelles technologies. Ce qu'on peut voir, c'est qu'en 2022, comme je vous disais, la réalité virtuelle est une chose de professionnel. Le plus gros consommateur est l'industrie. C'est bizarre, on n'en entend jamais parler. Ce matin, dans la conférence de midi, il y avait justement un petit paragraphe qui parlait qu'actuellement, le matériel qui avait été envoyé en Ukraine, les Ukrainiens, ils étaient un peu empruntés parce qu'ils n'arrivaient pas à apprendre à l'utiliser. C'est une norme et un grand classique au niveau de l'industrie. Avant, il fallait avoir un spécialiste, prendre rendez-vous avec lui, le mettre dans l'avion, qui voyage, qui passe la douane, qui prenne le transport, qu'il arrive, qu'il ait fait un gros dodo, qu'il vienne dans l'usine, qu'il les soit présenté. Bref, c'était long, coûteux, dispendieux. En plus, vous faites ça dans des zones qui sont peu accessibles ou difficiles d'accès, etc., etc. C'était des coûts et une disponibilité qui était ça coûtait très, très cher. Ce qui est cool maintenant avec le virtuel, c'est que où qu'on soit dans le monde, tant que vous ayez une bonne connexion Internet, le technicien, le spécialiste a qu'à mettre son casque et peut vous accompagner. Et je parle de ça sans même parler de l'intelligence artificielle et des outils autonomes qui permettent déjà d'aider à l'apprentissage et à la maîtrise. Élément aussi important, c'est au niveau de la croissance. On voit que l'éducation reste fort intéressante, mais ce n'est pas le marché qui pousse le plus au niveau de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle. Ce qui est un peu surprenant. En revanche, depuis avant, je vous parle de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle.
il y a quand même quelque chose de très marqué. La réalité virtuelle, aujourd'hui, a passé le stade de la bébelle un peu nouvelle. Il y a eu son fail. Maintenant, on commence à être dans sa fameuse trajectoire d'acceptation puis de rentabilité économique. Tandis que la réalité augmentée, on est encore dans la période de désillusion. En revanche, la réalité augmentée est extrêmement utilisée au niveau de la recherche et développement. Vous ferez vos liens logiques ou vous ferez vos recherches, une chose qu'on ne peut plus dire, mais surtout, disons, ça apparaît. En effet, la réalité augmentée, vous pouvez être à plusieurs autour de travailler, autour d'un modèle 3D en temps réel, faire les modifications en live. Vous pouvez travailler à distance, vous pouvez travailler dans la même pièce, vous pouvez faire du prototypage, vous pouvez voir les effets à long terme, voyager dans le temps, voir les impacts, etc. Tandis que la réalité virtuelle, c'est la formation qui alimente en tant que leader. Vous voyez quand même qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est utilisé principalement par l'industrie, mais ceux qui lead au niveau des développements, et puis ça reste la formation. Donc c'est quelque chose à creuser. Et aussi, ce qui est intéressant au niveau de la VR, c'est qu'on a la test produit, logistique, et il y a la finance et la compta. Je vous laisse méditer là-dessus. Il existe des gens qui utilisent la réalité virtuelle pour la finance et la comptabilité. Je vous donnerai aucun indice. Il y a des ressources à la fin avec les liens pour vous accompagner là-dessus. Autre élément aussi extrêmement intéressant, c'est qu'en 2019, le monde d'avant la Covid, on avait 550 compagnies qui se revendiquaient de la réalité virtuelle, et on parle de compagnies de plus de 200 employés. Passé la Covid, dans le monde d'après, à mettre entre guillemets, on est déjà à plus de 2000 compagnies. Et quand on parle de ces compagnies, on parle autant de Sony, Microsoft, que de compagnies beaucoup plus confidentielles dont on n'entend jamais parler, mais qui sont extrêmement actives et je vous dirais en très forte croissance. Donc, c'est vraiment une game mondiale. Il y a vraiment un engouement des professionnels et pour pas dire un boulevard qui est en train de se créer. Donc, je vous repose la question, la réalité virtuelle à visée pédagogique, besoin ou tendance? Vous êtes seul, j'ai dit responsable de votre décision, c'est l'avantage. D'ailleurs, je vous rassure, la question ne sera pas dans l'examen. Hein, ça sera dit. Je vous ai mis des liens à la fin avec justement différentes études, mais une constante qu'il y a dans toutes les études qui ont été menées dans le domaine de l'apprentissage et de la réalité virtuelle, c'est qu'effectivement, ça aide à augmenter l'ancrage et l'information. Et le deuxième, qui est genre une fausse mode, mais qui commence à être un aspect accepté, qui est justement le... Excusez-moi, j'ai eu l'alarme qui est partie, mais ça va, c'est pas le feu. Oui, c'est ça, l'aspect justement cognitif, ainsi que les outils de l'attention et de la mémoire, donc la rétention. Je vous ai tout ce qui tourne, excusez-moi, autour de l'émotion. Comme je vous ai dit, je vous ai mis les liens vers les différentes études tout à la fin, vous aurez évidemment le temps de les lire. Les fameux cas d'usage. Bien souvent, on va entendre parler de la réalité virtuelle, parce que c'est la chose la plus mature, et on va parler des fameux gestes métiers techniques. Après, qu'ils soient difficilement réalisables ou autres, c'est propre à chacun. Les simulations de situations dangereuses, qui n'a pas rêvé j'allais dire, de mettre le feu à quelqu'un, de l'écraser avec un bus, de lui mettre le feu? Ben là, on peut le faire de façon sécuritaire. Visite, exercice dans des sites. Chose importante, souvent quand on lit ça, on se dit je vais pouvoir aller visiter soit un site archéologique, soit une bâtisse. Mais dites-vous qu'on peut aussi voir l'infiniment petit, l'infiniment grand. Vous pouvez aller montrer, exemple, à vos apprenants, le fonctionnement à l'intérieur d'un moteur d'auto en action. Puis voir qu'est-ce qui se passe exactement quand il y a un bris de telle pièce, ou l'infiniment grand. Voici ce que ça pourrait donner, voici les résultats. Donc, on peut aussi jouer au niveau de l'échelle, excusez-moi. Puis, évidemment, l'immersion dans des époques passées futures. Là aussi, on se dit, tiens, on peut aller voir, je ne sais pas, le Paris de 1800. Mais là aussi, on peut jouer sur la temporalité. Vous pouvez, exemple, prendre des décisions actuellement, et puis faire apparaître les résultats d'ici 5, 10, 20, 30 ans, ce qui permet de sensibiliser, puis de voir en fait l'effet de ces décisions en live dans ces environnements 3D, le tout évidemment de façon sécuritaire. Pour les organisations, beaucoup de choses. Alors au début, il y a eu un effet waouh. J'ai dit c'était tout nouveau, c'était tout beau, ça permettait de faire parler de soi à peu de frais, ça permettait de montrer qu'on était à la pôle de la technologie, donc on pouvait attirer du monde, etc., incluant des financements et des nouveaux finissants, des nouveaux étudiants.
Mais concrètement, le buzz a comme passé. Cet effet ne fonctionne pas. Donc, grosso modo, pour les organisations, ça sert toujours à gagner ou à économiser de l'argent. Ça permet aussi pour certains et certaines organisations de rebrasser les cartes. Parce que là, actuellement, on est dans le cadre du REFAD, donc vous convaincre je veux dire, de la formation à distance, c'est pas très très compliqué. Mais monter un serveur, mettre à disposition de ça à l'échelle de tout le monde, c'est beaucoup plus simple que trouver un emplacement physique, commencer à monter des bâtiments, trouver des élèves, les réunir. Donc ça permet à des petites entités éloignées de commencer à jouer dans le game à l'échelle nationale, donc ça rebrasse pas mal les cartes. On pense aussi aux parties prenantes, qui sont aussi importantes à ne pas oublier, puis les gains pour les organismes, évidemment. Et on va aller encore un peu plus vite, parce qu'il nous reste quelques minutes. Donc, là, on parle des deux gros défis et qui sont aujourd'hui au milieu de la pièce, mais qu'on a tendance à voir, on va pas vouloir voir. C'est la conception d'expériences pédagogiques et le déploiement à grande échelle. Normalement, ça devrait vous parler. Le premier élément, c'est la conception, la conception d'expériences pédagogiques. Ça fait pas mal de temps qu'on voit des formations qui sont montées en réalité augmentée, en réalité virtuelle. Puis ce qu'on peut constater, c'est que bien souvent, arrivé en 2022, on a des besoins de qualité, on a aussi besoin d'ambition. Bien souvent, ça a été des choses qui ont été testées, qui ont été bricolées, qui sont des fois très jolies, mais qui, en fin de compte, ne servent à rien ni à personne. Donc, elles sont mortes, je vais dire, dans un dossier sur un ordinateur. Deuxième élément, c'est aussi au niveau des organisations, il est super important de considérer la réalité virtuelle comme un outil, incluant tout ce qui est les solutions immersives, et de vous approprier ces outils-là. Donc, soyez ambitieux parce qu'actuellement, on est très loin de ce qu'on est capable de faire et du niveau. Et autre élément aussi, qui est tout bête, puis ça vous le savez, vous connaissez mieux que moi, utilisez ça comme n'importe quel outil. Le modèle ADDI est là pour ça. C'est votre ami. Vous n'avez pas besoin d'aller plus loin. Considérez vraiment ces outils immersifs comme des outils qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. En plus, on est chanceux et chanceuse parce que tout le monde de l'industrie est en train de nous faciliter la job. En effet, on a des standards qui sont émis. On a des usines à gaz, on a des solutions complètes qui vont des gros moteurs que sont Unity, Unreal, qui sont gratuits, à des solutions clés en main où de nos codes, vous n'avez rien besoin de savoir et vous pouvez y aller, puis commencer à vous monter vous-même vos solutions en réalité virtuelle, en réalité augmentée, ou en réalité mixée même, puis pouvoir les utiliser. Elles sont standards. Et l'avantage qu'il y a, c'est que vu que maintenant qu'on a des protocoles communs, il est facile de faire des mises à jour et qu'ils soient disponibles pour le casque A, le casque B, le casque C. Autre élément, et ça j'insisterai, il faut gagner au niveau de l'expérience. Actuellement, il commence à y avoir un gap assez énorme, et je parle vraiment au niveau du marché global, entre les early adopters, enfin ceux qui ont commencé très tôt à utiliser ces outils-là, et les organismes qui commencent aujourd'hui à se poser les questions. Parce que ceux qui ont commencé il y a longtemps ont beaucoup pratiqué, donc ils ont gagné en expérience. Puis quand je dis en expérience, c'est autant ceux qui ont fait les solutions, les technopédagogues, les profs, etc., et ceux qui les utilisent. Et là aussi, on retrouve les professeurs, les étudiants, et puis même, les responsables administratifs qui ont pu faire la démonstration qu'en fin de compte, c'était pas juste un coût, c'était un investissement, puis on commence à apprendre autant de ses erreurs que de ses bonnes pratiques, que de ses outils, et ça permet aussi de rentrer en confiance, donc l'expérience est super importante. Autre élément, et là c'est le gros point noir de l'industrie, c'est le déploiement à grande échelle. Prendre 1 à 10 casques, les déployer seul dans son école ou chez soi, c'est pas compliqué, on peut bricoler. Maintenant, prendre votre solution et la diffuser à 3000 casques partout dans le monde, si vous n'utilisiez pas le magasin officiel de Facebook ou d'Oculus, ça devient extrêmement compliqué. Et là, je vous dirais, le problème des professionnels est leur manque de sérieux. Prenons exemple Facebook. Actuellement, Facebook, ces dernières années,
ça a été que des promesses. Jamais on utilise, enfin, on gardera l'accès Oculus. Ensuite, c'était non, ça sera un compte Facebook obligatoire. Non, mais ça sera obligatoire que pour les particuliers, pas pour les professionnels. Bah non, en fin de compte, c'est obligatoire. Donc là, on voit que pour tout ce qui est le marché des casques, on est en train de tourner vers un système, vers un modèle économique qui est en train de devenir celui de la téléphonie, des constructeurs de téléphones. Donc, on a un nouveau casque ou une nouvelle version toutes les années. On a plein de mises à jour, ce qui est le fun au niveau technique, mais quand on est utilisateur, c'est compliqué. Et puis, déployer ça à grande échelle, il n'y a pas de solution qui est réellement facile, ou c'est la solution du porte-monnaie. Si vous voulez avoir un casque peu cher, autonome, 300, 500, ça va être très compliqué de le mettre en réseau, de s'approprier. Pour ça, vous avez les casques dits professionnels. Mais là, on retombe sur des casques autonomes qui sont à 2000 $ ou 2000 €. Et là, vous tombez dans la soluce, c'est cool. Vous pouvez tout faire au niveau du traitement. Enfin, vous pouvez vous les approprier au niveau technique, vous avez du support. Par contre, cette solution-là, pour un casque, vous pouvez en avoir 4 autres. Donc, c'est un peu compliqué. En revanche, les solutions commencent à être mises en place. En effet, le nuage et les solutions infonuagiques commencent à être mises en place. Que ça soit par des entreprises tierces qui commencent à gérer toutes ces offres-là, soit simplement en utilisant ce qu'on appelle le cloud computing, c'est-à-dire les ordinateurs à distance ou les ressources à distance, puis on inclut aussi des fois des solutions clés en main. Donc là, c'est en train de bouger assez vite, donc c'est extrêmement intéressant. C'est des solutions qui permettent de ne pas travailler, exemple, en local, soit sur son casque, soit sur l'ordinateur. Et aussi, c'est un marché qui est émergent et qui commence à être en forte concurrence, ce qui veut dire que les prix ont tendance à baisser et surtout, ça évolue extrêmement vite. Et ça, je peux vous le dire aussi, ce qui va être extrêmement intéressant, c'est considérer que dans 4-5 ans, on n'aura plus besoin, si tout se passe bien, d'applications ou de points ou d'exécutables. On pourra utiliser simplement notre navigateur. Donc, ça sera encore plus accessible. Autre élément qui complique la game, parce que sinon, ça ne serait pas facile, c'est les monopoles et, je dirais, les marchés géographiques. En effet, en Amérique du Nord, on fait partie de la cour arrière de Facebook. On leur appartient. Donc, actuellement, on est chanceux. On peut utiliser, exemple, Oculus Quest 2, qui est super le fun à utiliser comme casque, qui est extrêmement puissant, qui offre plein de choses, mais comme je vous ai dit, à traiter au niveau des IT, c'est un peu compliqué. Là, on se dit, bah, écoutez, tiens, il existe le casque chinois Pico Neo 3 qui vient de sortir, qui étonnamment est moins gourmand et plus sécuritaire. Puis surtout, on fait ce qu'on veut au niveau des accès avec. Inconvénient, vu que c'est un casque chinois, il est principalement pour le marché chinois, ce qui est un peu logique pour pas dire asiatique. Sauf bonne nouvelle pour les Européens, il vient de sortir, donc il est accessible en Europe, mais pas en Amérique du Nord. Donc vous pouvez toujours en commander un, sauf que ça sera comme tout, vous commandez un truc de l'étranger, donc le support ne vous aidera pas. Puis on a évidemment le casque Lynx, qui est une solution française, donc c'est Cocorico pour les Françaises qui nous écoutent, qui semble être la Rolls à moins de 1000 $, parce qu'il fait de la VR, de la XR, de la MR, il semble extrêmement puissant. Il semble respectueux de tout. Par contre, à date, c'est encore un prototype. Donc, il n'est même pas parti au niveau de la production. Puis, les annonces qu'ils ont faites, c'est qu'il serait exclusivement pour le marché français. Donc, même pas ouvert à l'Europe. Donc, là aussi, c'est quelque chose qui complique la game. Parce qu'au-delà de vouloir faire des belles solutions, faut-il encore disposer du matériel qu'on veut bien avoir, je dis qu'on veut bien nous vendre dans nos différentes régions. J'ai une petite question pour vous réveiller. Depuis avant, je parlais de Zuckerberg, je parle un peu de Facebook, je parle de Meta. À votre avis, combien Meta/Facebook a investi ces 15 derniers mois dans le métaverse? 1 milliard de dollars, 2,5 milliards de dollars, 4 milliards de dollars canadiens ou 13 milliards de dollars? 5, 4, 3, 2, 1. Il y a 2 bonnes réponses, bien bravo. Effectivement, c'est 13 milliards de dollars. Donc là, on a 2 choix. Soit on peut en rire en se disant que c'est une perte d'argent, soit au contraire, on peut se dire que peut-être que M. Zuckerberg a compris un truc que le monde n'a pas compris. Mais là, on peut s'entendre, c'est que si Facebook décide que c'est 4 milliards de captifs,
Ça veut dire tout ce qui est utilisateur de Facebook et puis logiciels associés doivent passer en VR ou dans ce métaverse, ben, ils sont captifs. Donc, ils n'ont comme pas le choix. Donc, parlons d'aujourd'hui et du futur qui est déjà là. Systématique et reconnaissance. Suivez-moi, ça va très vite, mais il y a énormément de choses. Quand on parle de systématique, on a tendance à parler des gants pour ressentir ce qu'il y a dans l'univers. Sauf qu'on est arrivé aujourd'hui à un stade, et puis c'est vraiment merveilleux, on peut sentir le chaud, le froid, on peut sentir quand il nous pleut dessus, on peut sentir les odeurs, simplement. Donc là, je vous laisse à votre imagination. On a des solutions qui nous permettent de courir, de courir, de sauter, de se déplacer. On a des systèmes qui nous permettent de mesurer et régler notre taux de respiration, ce qui nous permet de nous étouffer, par exemple dans des environnements, par exemple pour les entraînements de pompiers. On a évidemment aussi l'intégration des simulateurs qui vont de la simulation de grue, je veux dire, aux simulations militaires avec un tank, différents postes, etc. Et tout ce que je vous dis là, c'est pas de la science-fiction, ça existe et vous pouvez déjà les essayer. C'est assez dingue. Maintenant qu'on parle de reconnaissance, bien souvent, on se limite à la reconnaissance vocale. Sauf que là, toute la technologie est là. On a déjà la reconnaissance des membres. Ça veut dire que vous êtes capable maintenant, les caméras qui regardent l'environnement, de détecter vos membres. Ça va des mains, des doigts, du reste du corps aux jambes, ce qui vous permet de commencer à évoluer sans utiliser les manettes. Vous avez aussi les détections de l'environnement autour. Donc, avec l'IA, on est capable de commencer à reconnaître une chaise, une table, un bureau, un clavier, et de les intégrer dans nos univers virtuels. On est aussi capable d'avoir de la reconnaissance faciale. Donc ça, c'est le fun. On peut savoir si on est content, comment on réagit, puis adapter les solutions A. On a aussi la reconnaissance, ou plutôt le suivi du regard. Là, il y a deux avantages. Un, ça permet de voir, je veux dire, si l'étudiant ou l'apprenant, l'apprenante a bien regardé ou qu'est-ce qu'il regarde le temps qui passe. Mais aussi au niveau technique, ça permet d'utiliser toutes les ressources uniquement focusées sur la zone qui regarde. Donc tout le reste, on n'est pas obligé de le charger. Ce qui permet de donner des solutions et des résolutions beaucoup plus hautes que si on devait tout charger. On a aussi l'intégration du multijoueur, on connaît sa position, on reconnaît celle des autres, etc., etc., etc. Sauf que comme tout, quand on a trop de choix, on est souvent perdu, puis là on se dit, pour finir, je prends rien, puis je rentre chez nous. Seul et unique conseil que je peux vous donner à chaque fois, c'est se demander pourquoi on fait les choses, ses objectifs et la plus-value qu'on recherche. En effet, tout ça, c'est que des outils. Maintenant, parlons de l'éléphant au milieu de la pièce, grand classique qui sont les métaverses collèges et toutes les annonces qui sont en train d'être apparues. L'année que nous vivons actuellement, 2022, est vraiment l'année des annonces de campus, de collèges, d'universités virtuelles. Vous avez tout. Vous avez la version, on a des cours qui sont virtuels. Ah tiens, on a fait un campus qui est en virtuel. Nous, on est entièrement en virtuel, et ça à l'échelle de la planète. Ce qui est assez impressionnant, puis ça, je vous le dis parce que vous êtes présents. Fin de l'année passée, quand je m'intéressais à ça ou quand je parlais de ça, la grande majorité des personnes étaient persuadées qu'on parlait de choses qui allaient s'en venir en 2023, 2024. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément d'annonces qui vont être faites à la rentrée, ce qui veut dire fin août de cette année. Et il y a énormément de belles choses qui vont sortir de terre, qui sont passées sous le radar. Et je ne vous parle pas juste de mettre des cours en ligne dans un univers en 3D, c'est vraiment des solutions qui sont poussées extrêmement plus loin. Et je ne vais pas trop en dire parce que j'ai d'autres choses là-dessus juste après. Donc, c'est vraiment un phénomène immense à surveiller qui va rebrasser les cartes. On se dépêche, on se dépêche. Il va rester 2-3 minutes, Ziad. C'est pour ça que je speed, parce que j'ai vu ça. Donc, autour de ça, puis je vais dire l'éléphant autour de la pièce, 2-3 éléments à mettre. Souvent, on imagine, enfin beaucoup trop souvent, on imagine ces composantes virtuelles comme des jeux avec des avatars posés à plat sur un écran. Or, ça n'apporte rien en matière pédagogique et ces personnes en sont conscientes. Il y a du micro-learning, il y a des parcours d'apprentissage accompagnés, etc., etc. Élément aussi super important, c'est qu'ils ne sont pas pensés comme des campus
mis dans un univers 3D, mais ils sont basés sur l'expérience des univers persistants en se disant bah, on va mettre de la formation là-dessus. Donc, ce qui a été abordé à midi sur justement les problèmes d'isolement, les problèmes d'ennui, les problèmes qui peuvent tourner autour de ça, c'est quand vous jouez en ligne ou quand vous regardez vos enfants ou vos proches jouer à Fortnite ou à des jeux en ligne, avec d'autres êtres humains bien sûr, ils n'ont pas l'air vraiment isolés. Autre élément aussi, ça permet de créer de l'émotion, et cetera. J'ai toutes ces citations, puis les liens, je vous laisserai lire. Autre chose aussi, les hologrammes vont débarquer. J'ai pu voir des démonstrations, il y a des effets actuellement, c'est utilisé dans le monde du spectacle, et cetera. Mais les hologrammes vont débarquer dans les classes et beaucoup ne sont pas prêts, mais la technologie est déjà prête, puis il y a déjà des centres de formation qui y songent très sérieusement et puis ça va embarquer dans pas long. Autre élément, évidemment, c'est tout ce qui est la neuropédagogie, l'utilisation de l'intelligence artificielle et puis d'autres outils qui vont être au service de toutes ces solutions-là. Bref, je vous ai dit beaucoup de choses, mais comme tout, ce qui est important de se rappeler, c'est que comme tous les processus, il faut se poser les bonnes questions au début. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on en a besoin? Quelle est la plus-value? Quel est l'élément que je veux vraiment faire vivre en immersion qui aurait une plus-value pour moi? Puis que ça soit la VR, l'AR, le métaverse ou peu importe, ça reste que des outils. Par contre, je tenais aussi à vous dire qu'actuellement, on vit une époque formidable. Personnellement, j'étais pas là lors de l'avènement de l'Internet 1, le début de l'Internet, mais là, on est à l'avènement de l'Internet 3. Puis là, vous pouvez mettre crypto, blockchain, NFT, tout ce que vous voulez. Mais au niveau des techs, il se passe tellement de choses, c'est vraiment cool. Donc, un grand merci de m'avoir poursuivi, parce que là, je suis parti à la course. On n'avait que 30 minutes. Et je pense qu'il n'y a pas de période de questions, mais on a des questions pour vous, puis vous allez pouvoir aller travailler dessus. Donc, un grand merci encore à vous.